Bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Ça fait du bien, on part sur de bonnes ondes là avec cette petite introduction. Donc une table ronde, vous connaissez la thématique de toute manière, réussir à engager cette équipe dans la RSE avec la SEDD 2024. On va avoir l'occasion de beaucoup de parler de RSE, de ODD, de SEDD aujourd'hui. Donc vous êtes au bon endroit si ce sont des termes qui vous parlent aujourd'hui. Je vous posais des questions sur comment réussir justement à sensibiliser, à mobiliser, on verra ses collaborateurs et collaboratrices sur le sujet de la RSE. Et puis, on aura la chance d'avoir le témoignage d'EDF tout du long, EDF représenté aujourd'hui par Jean-Christophe, qui d'ailleurs, ça me permet de faire une jolie transition. Je vais te laisser la main pour te présenter. Ensuite, on verra Grégoire, si tu veux nous dire un mot sur qui tu es. Puis enfin, Anthony, tu te laisses fermer la marche, si ça vous va. Jean-Christophe, je te laisse y aller. Bonjour à toutes et à tous. Je travaille à la communication B2B et RSE de la partie aval des activités d'EDF. Donc, par aval, c'est-à-dire tous ceux qui fournissent de l'électricité, du gaz et des services énergétiques. Donc, en gros, c'est EDF traditionnel qu'on connaît, c'est à peu près 6000 salariés, et toutes les activités de services portées par des grosses boîtes aussi qu'on connaît bien, comme Dalkia, mais aussi des toutes petites sociétés. Donc Dalkia, c'est 17 000 salariés, mais aussi des petites sociétés comme Isivia qui font 40-50 personnes. Donc en gros, on essaie de mettre en cohérence un certain nombre de profils de communication pour des structures très diverses. Donc je dis qu'ils vont de 17 000 à 30 salariés. C'est parfait, merci beaucoup Jean-Christophe. Et du coup, ça correspond complètement avec notre auditoire aujourd'hui, parce qu'on l'a vu, il y a des entreprises de taille plutôt modeste qui nous ont passé le bonjour, tout comme des grandes. On parlait de, je voyais, 9000 collaborateurs dans le secteur bancaire. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton retour, parce qu'on va pouvoir parler à l'ensemble des entreprises qui nous écoutent ce matin. Grégoire, à ton tour. Ouais, bonjour tout le monde. Du coup, Grégoire, effectivement, donc je représente la société AppCraft. On est une entreprise française, on a un éditeur de logiciels et on propose d'événementialiser les temps forts d'une entreprise à travers, et je le reviendrai un peu plus en précision, à travers différents modules. Mais voilà, ce qu'il faut retenir de nous, c'est qu'on est une entreprise, on a un logiciel. On est une entreprise en PME, du coup, basée à Paris. Et voilà, pour la petite histoire, on a été accéléré à Station F. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le plus grand accélérateur de start-up en Europe, créé par Xavier Niel. Pour notre caractère innovant et pour notre positionnement qui est très atypique sur le marché, un positionnement très fort sur la RSE. Et donc voilà, donc on essaye d'allier la tech avec la RSE. Et encore une fois, notre objectif principal, c'est d'événementialiser les temps forts d'une entreprise. Parfait, merci beaucoup Grégoire. On aura, comme tu dis, l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Et merci d'être avec nous. Je l'ai pas dit aussi, Jean-Christophe, merci d'être avec nous, bien évidemment, ce matin pour animer cette table ronde. Anthony, je te laisse la main. Yes, merci Alban. Bonjour à toutes et à tous. Donc Anthony, je suis le fondateur de la société Civitime. Civitime, c'est une structure que j'ai créée donc, il y a 7 ans et notre job, c'est d'aider les entreprises et les organisations à engager leurs parties prenantes dans la RSE. Et pour faire ça, on passe notamment par le jeu, ou en tout cas, on utilise des moyens interactifs, stimulants, pour sensibiliser et acculturer les parties prenantes sur les différents enjeux liés à la RSE. Donc, ça va aussi bien des sujets environnementaux que les sujets sociaux. On va sensibiliser les salariés sur le handicap, l'inclusion, la diversité, l'éthique même. Donc, on est vraiment sur tout le scope de la RSE. On accompagne une centaine de clients en France et à l'étranger. C'est l'avantage du digital, hein, c'est qu'on peut déployer assez facilement. On a plus de 20 langues disponibles aujourd'hui, donc on peut se déployer très facilement à l'international. Et le gros intérêt de la gamification, c'est que c'est un moyen qui permet de capter davantage l'attention des collaborateurs que des moyens classiques type e-learning ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment raconter une histoire aux collaborateurs, provoquer des émotions, pour qu'il aille le plus loin possible dans l'aventure, parce qu'on sait que plus on capte son attention, plus on va lui transmettre de messages en lien avec la RSE et plus on va réussir à terme à l'engager dans le dispositif. Voilà ce qu'on fait chez Civitime.
Top. Merci beaucoup, Anthony. Merci aussi d'être présent ce matin. C'est très intéressant d'avoir vos trois profils avec nous pour témoigner de ce que vous faites au quotidien, ce que vous avez pu mettre en place avec EDF. Je ne vais pas spoiler dès maintenant la présentation. Juste pour vous dire à quelle sauce vous allez être mangé pendant ces trois quarts d'heure avec nous. On va faire une première partie sur redonner un peu d'enjeu, un peu de contexte sur ce qu'est la RSE. Bien évidemment, je ne vais pas revenir sur la définition, mais pourquoi on parle de SED quand on parle de SE2D, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dans une deuxième partie, on aura le témoignage, ce fameux témoignage, le retour d'expérience d'EDF, ce qui est en train d'être mis en place au niveau de la sensibilisation, la mobilisation des salariés et des collaboratrices. Et en troisième partie, on aura, comme on le disait lors de nos campagnes de communication sur cet événement, vous aurez la découverte d'un kit qui a été pensé pour la SEDD. Donc, je laisserai Anthony, Grégoire, même Jean-Christophe en parler sur la fin de l'événement. Sans plus attendre, enjeu, contexte, tu parlais de jeu, de gamification, Anthony. Moi, je souhaitais commencer par une question de rapidité pour ce lundi matin. Alors, j'espère que vous êtes avec nous. Je vais vous afficher une question juste après et je vous laisserai répondre dans le chat. Alors, malheureusement, il n'y a pas de récompense pour le plus rapide ou la plus rapide, si ce n'est une éternelle reconnaissance de notre part. Alors, attention pour la première question. La voici à l'écran. Selon vous, combien existe-t-il d'objectifs de développement durable, les fameux ODD? Je pense que on va avoir des records. Voilà, on a des records de, on a des records de réactivité. Effectivement, je vois presque que des bonnes réponses. On est à 17 majoritairement. Et effectivement, on est à 17 ODD aujourd'hui qui ont été définis. Vous allez les voir à l'écran. Ce sont les 17, en rouge pour la pauvreté. Je ne vais pas tous les citer de toute manière. Et voilà, ce que vous voyez à l'écran, ce sont donc les ODD qui ont été définis par les Nations Unies. Hein. Ça a été défini en 2015 pour un agenda jusqu'à 2030. Et l'objectif, c'est d'associer aujourd'hui, en tout cas sur notre courte intervention, la RSE et les ODD. Ils sont étroitement liés parce que les ODD permettent d'avoir ce socle commun, si vous le souhaitez, de cibles, de référentiels utiles pour l'action, pour les évaluations de ce qui se met en place pour la société, pour l'environnement, pour le côté sociétal, le côté social, etc. Comment on lit le tableau? C'est France Stratégie qui a sur leur plateforme RSE, qui a fait ce rapport-là assez récemment, il y a quelques mois. Je vous partagerai le lien dans la description. Et en fait, il nous donne le niveau d'avancée pour la France, donc ils l'ont fait de manière mondiale, bien évidemment. La France, très chauvin, mais c'est la France dont on parle ce matin. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre 0 et 2,5, on est en retard à un rythme effréné sur l'objectif qu'on s'est donné en 2030 pour l'atteinte de l'ODD en question. De 2,5 à 5, on s'éloigne à un rythme modéré de l'objectif. Et une fois qu'on passe les 5, et ben, soit on se rapproche à un rythme modéré de l'objectif, soit on va à un rythme significatif, on se rapproche d'un rythme significatif de l'objectif défini. Ça, c'est assez intéressant. La conclusion qu'on peut donner, ne serait-ce que sur la France, c'est qu'on est des bons élèves sur 3 ODD, donc c'est plutôt une bonne chose. On l'est un peu moins sur, il me semble, de mémoire 5 ODD, et ça, c'est un peu plus malheureux. Et pour le reste, on est plutôt moyen de tableau, sur le ventre mou, malheureusement. La France, d'un point de vue de l'Europe, on est à la 6e position en termes d'avancée sur les objectifs. Donc, on n'est pas les premiers et on voit qu'on a déjà du retard sur certains ODD. Donc, gardez en tête que les ODD aujourd'hui, il y a déjà une difficulté à savoir combien il y en a, même si vous avez plutôt bien répondu ce matin, mais aussi une difficulté aussi à les citer et comment faire en sorte d'atteindre les objectifs. J'appuie mon propos sur la difficulté de connaître ce que c'est avec une étude de Focus 2030 qui a eu lieu, il me semble, au mois de septembre dernier. On leur pose la question. Avez-vous déjà entendu parler ou lu à propos des objectifs de développement durable des Nations Unies, donc les fameux ODD, et plus de la majorité des répondants ont répondu non, à 51%, on se rajoute les 4% de je ne sais pas, on est à 55% de personnes qui ne savent pas de quoi on parle, et là on était sur un échantillon de 6000 personnes quand même, de tout âge, tout sexe, donc c'est assez alarmant. Et si je crois à cet élément on est un peu en retard sur les ODD, en tout cas d'un point de vue de la France et d'un point de vue mondial également. Il y en a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas au courant de ce que sont les ODD.
Et si je crois ces éléments avec des partenaires qui sont vendredi, peut-être que vous avez vu passer leur baromètre, c'est un extrait de leur baromètre, qui nous disent que la mobilisation des salariés, c'est une nécessité pour saisir des opportunités dans une transition profonde et durable. Malheureusement, et vous voyez en haut à gauche, seuls 17% considèrent leurs équipes comme motrices de leur politique RSE. Encore une fois, j'associe énormément RSE au DD, même s'il peut y avoir quelques particularités. Mais gardons en tête qu'on a du retard, et pas que nous. Beaucoup de gens ne savent pas ce que sont les ODD. Et en fait, pour incarner les ODD, il faut que les salariés dans l'entreprise les incarnent, sauf qu'ils ne sont pas au courant ou alors leurs entreprises ne mettent pas à disposition les éléments nécessaires pour que ce soit le cas. Donc tout ceci mis bout à bout, vous trouvez ça très intéressant de faire en sorte de réussir sa SEDD, la Semaine européenne du développement durable, qui mise justement sur la connaissance et la sensibilisation sur les ODD. Ceci étant dit, Jean-Christophe, je vais me tourner enfin vers toi pour te poser ma première question, qui était la suivante, c'est pourquoi la sensibilisation, la mobilisation des salariés à la RSE chez EDF, c'est particulièrement une nécessité, selon toi? Alors, si je reprends les choses de façon très concrète, c'est une nécessité parce qu'effectivement, ce que montrent ces éléments que tu viens de présenter, c'est que les gens, globalement, et nos salariés notamment, ne savent pas exactement ce que c'est que les sujets de RSE. Il y a 2 ans, quand j'ai pris ce poste, j'ai interviewé notamment tous les communicants en région, un certain nombre de salariés chez nous. Et quand je leur parlais de RSE, les gens me citaient spontanément des opérations plutôt de mécénat, comme quand on paye enfin, qu'on accompagne des associations de clowns pour aller divertir les jeunes enfants le CIMIC dans les hôpitaux. On me citait des opérations de nettoyage des berges. Mais personne ne me parlait des vrais sujets sur lesquels, pourtant, en termes de business et de cœur de stratégie où on est, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la précarité énergétique, la sobriété énergétique, bref, tous les vrais sujets de fond, personne ne me les citait. Donc, une partie de notre travail depuis 2 ans, donc je reprécise bien, hein, moi je suis côté aval, je ne suis pas du tout sur le côté de la production nucléaire ou production hydraulique ou renouvelable. Donc sur l'aval, voilà, on a commencé à travailler, à informer les gens enfin nos salariés, sur ce que c'était que la RSE, en faisant notamment des newsletters très spécifiques qui étaient adressés aux 25 000 salariés du pôle. Et on s'aperçoit, enfin, ce dont je m'aperçois, c'est que en faisant des newsletters d'information, en faisant des reportages vidéo qui donnent la parole aux responsables RSE, etc., ça ne fait pas beaucoup progresser la compréhension de ce que c'est que la RSE. Alors, je ne veux pas dire que les gens, chez nous, enfin, comme ailleurs, sont des monsieur Jourdain et font de la RSE sans le savoir, notamment tous les commerciaux qui travaillent à la réduction des émissions de CO2, enfin, en proposant des offres et des solutions aux entreprises, aux clients particuliers sur comment réduire et réduire les ressources nécessaires au fonctionnement des problématiques énergétiques. Bon, ils en parlent, mais pour autant, ils ne font pas le lien avec la RSE. Et pourtant, en termes d'enjeux autres que humains par rapport à nos salariés, on a des enjeux qui sont quand même, qui restent, je veux dire, financiers. C'est-à-dire que pour ces entreprises comme les nôtres qui ont besoin de beaucoup d'investissements, soit pour le renouvellement du parc, soit pour assumer les recrutements qu'on doit faire, on doit emprunter sur les marchés. Et naturellement, si on emprunte sur les marchés de l'investissement socialement responsable, on emprunte à moins cher que sur les marchés traditionnels. Et un de nos objectifs, c'est notamment de faire augmenter de façon assez conséquente la part de nos investissements ISR. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 5% du montant de nos investissements qui sont ISR, c'est-à-dire qu'en gros, ça vous permet d'emprunter quand même à 10 points moins cher que sur les marchés traditionnels. Il y a 5 ans, on devait être simplement à entre 0,5 et 1% d'emprunt sur l'ISR.
Donc, on a un vrai enjeu de business et de survie des entreprises. Emprunter, c'est moins cher. Et pour ce faire, naturellement, par rapport aux agences de notation extra-financière, on répond à un certain nombre de labels, ou même à travers nos documents de référence, notamment les URD, on s'engage à un certain nombre d'objectifs qui sont validés par des organismes externes, notamment l'AFNOR. Pour ma partie, donc nous, on a un label engagé RSE, et pour le maintien de ce label engagé RSE, qui va nous permettre donc de montrer aux agences de notation qu'on est sur la bonne ligne de fond en matière de RSE et de ODD, ben voilà, je dois répondre à un certain nombre d'objectifs et notamment de sensibilisation et d'embarquement des salariés sur ces sujets. Donc, ce dont je m'aperçois, c'est que la communication interne traditionnelle, c'est pas forcément suffisant. Le fait de faire simplement de la pédagogie sur la RSE, c'est pas suffisant pour embarquer les gens et créer une dynamique autour de la RSE. Et on y reviendra plus tard, notamment sur ce qu'on a mis en place avec Civitime et avec Appcraft, qui sont d'autres moyens qu'on essaye pour créer une vraie dynamique autour de la RSE. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette transparence, Jean-Christophe, et ces premiers éléments. On entend un peu de compréhension sur les sujets, enfin, sur ce qu'est la RSE, ce que tu disais tout à l'heure, des moyens traditionnels qu'il faut repenser pour la communication, et des enjeux de labellisation. Tu parlais d'objectifs, je pense qu'on aura l'occasion aussi de revenir dessus. C'est toujours très intéressant de pouvoir creuser un peu sur des chiffres pour concrètement savoir comment cette action dont on va discuter juste après contribue aussi à ces objectifs, comme tu disais, de labellisation. Ça peut inspirer aussi plus d'un et plus d'une qui nous écoute ce matin. Euh, le contexte est posé. On peut passer, je pense, à cette deuxième partie sur cette retour d'expérience d'EDF après Civitime, cette sensibilisation qui a été mise en place et qui est toujours en train de courir, hein, d'ailleurs. Juste avant d'appuyer sur Play, de se lancer sur la plateforme, Grégoire, je te laisserai partager ton écran tout à l'heure. Anthony, peut-être que tu veux rebondir sur ce que disait Jean-Christophe juste avant, donner ta vision où on a cette phrase forte, entre guillemets, Jean-Christophe qui nous disait, la pédagogie traditionnelle, ces moyens de communication traditionnels sont plus suffisants pour capter l'attention et embarquer les équipes sur le sujet tel que la RSE. Ouais, bah, je rejoins complètement Jean-Christophe, et c'est vraiment ce qu'on ressent. Civitime, ça fait 7 ans qu'on existe, ça fait 7 ans qu'on accompagne des entreprises et des organisations pour sensibiliser et engager leurs collaborateurs. Et, et ce qu'on se rend compte de plus en plus, alors nous, on a une approche forcément qui est très digitale. En fait, à la base, on avait une approche très digitale et asynchrone, c'est-à-dire que c'est du digital learning, même du micro-learning, donc chacun peut consommer comme il le souhaite, voilà, derrière son écran, avec quand même un système d'équipe de challenge, etc., pour créer une émulation, mais à la base, c'est notre positionnement. Et en fait, on se rend compte que ce qui marche vraiment, c'est de proposer, enfin de varier les dispositifs et les médias qu'on met à disposition des collaborateurs. C'est-à-dire que les entreprises qu'on voit qui arrivent à toucher un maximum de collaborateurs pour les embarquer dans leur stratégie RSE, c'est des entreprises qui vont un peu combiner tous les dispositifs pensables et imaginables. On va avoir, par exemple, on a beaucoup de clients qui vont faire un atelier d'automne, par exemple, et qui, suite à cet atelier d'automne, vont mettre en place nos dispositifs Civitime pour acculturer tout au long de l'année. Et ça a le gros avantage que pendant ces ateliers, vous allez toucher une population, des personnes qui, effectivement, pour les toucher, il faut qu'il y ait un créneau de 3 heures qui soit bloqué dans leur agenda. Il faut qu'ils soient avec leurs copains et leurs collègues, sinon ils ne viendront pas. Donc ces gens-là, on va réussir à les capter avec des ateliers en présentiel. Mais derrière, l'idée, c'est de faire vivre ça tout au long de l'année. Donc nos dispositifs vont venir compléter ça. Donc moi, en tout cas, le retour que je peux apporter par rapport à ce que dit Jean-Christophe là-dessus, c'est qu'il n'y a pas une solution qui est géniale. Alors, je ne prêche pas pour notre paroisse en disant ça, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui marche bien, c'est de varier les dispositifs d'accompagnement, faire du synchrone et de l'asynchrone, faire du physique et du digital. Et c'est là où vous arrivez à capter tous les collaborateurs, parce que chacun va venir consommer de la manière dont il le souhaite. Et c'est ce qui est le plus important, en tout cas dans la RSE, pour capter un maximum de collaborateurs. Tant que
tant que les entreprises ne rendent pas obligatoires les dispositifs de sensibilisation. Le jour où ça sera obligatoire, il n'y aura plus de sujet. On vous leur imposer un e-learning qui sera chiant, mais ils n'auront pas le choix de le faire. Tant que ce n'est pas obligatoire, il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie, il faut leur donner de la flexibilité. Donc c'est là où la multimodalité, on va dire, des dispositifs est cruciale pour engager un maximum. Tu as des clients qui te demandent de gamifier un peu justement tes jeux et est-ce qu'ils mettent des lots à gagner pour un peu inciter justement? Ouais, effectivement, c'est un des. Alors, nos jeux sont conçus de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une récompense extrinsèque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin normalement, par le système de classement, de badge, de progression, tu vas être suffisamment stimulé pour avoir envie de gagner et sans qu'on ait besoin de mettre une carotte. Néanmoins, c'est un vrai plus de mettre une carotte. Hein. Clairement, on a des entreprises qui mettent des cartes Etikado, des trottinettes électriques, des montres connectées, enfin bref, qui vont mettre en place. Alors, bon, ce qu'on préconise, on essaye de. Il faut que ça reste dans les valeurs de la RSE. On a un client dernièrement qui a mis quelque chose en place que je trouve assez intéressant. C'est que les équipes gagnantes avaient la possibilité de choisir une association à soutenir. Donc l'entreprise, notre client s'est engagé à verser 1 000 €, je crois, à l'association que l'équipe gagnante choisirait. Donc là, c'est assez vertueux, tu vois, c'est-à-dire que on les sensibilise. Voilà, vaut mieux faire ça qu'une carte. Non, mais je pensais à un client effectivement qui avait mis en place Capitaine Cause et qui effectivement récompensait les 5 meilleures équipes avec un chèque. En fait, tu reçois un vrai chèque avec de l'argent et après tu choisis l'association de ton choix. Mais je trouve que ça a quand même du sens et on reste quand même des grands joueurs. Et même en B2B, nous on s'en rend compte aussi sur plein de différents événements où on met en place de la gamification. Dès qu'il y a des lots, tu as un bon qui est phénoménal de l'engagement. Donc, il faut pas, enfin voilà, c'est pas dire, OK, même si le contenu il est intéressant, même si la forme elle est bien, même si c'est facile pour le collaborateur qui soit à distance ou sur place, en fait, si derrière il n'y a pas un petit truc en plus, bah forcément, c'est difficile et encore plus sur des collaborateurs qui, globalement, n'ont pas un attrait délirant sur ces problématiques RSE. Ceux qui sont déjà engagés, ils sont engagés. Ouais, c'est ça. Mais tu as raison, mais vraiment, nous, on considère que c'est un levier qui est fort, la récompense, mais qui est pas la seule. Tu vois, c'est un peu ce que vous voyez à l'écran, là, c'est un peu la théorie de la gamification et c'est les différents leviers de motivation qui vont inciter les gens à réaliser une action. Donc, il y a le système de récompense, bien sûr, on vient d'en parler, mais pas que. Si je vois que tous mes collègues de bureau participent, le côté influence sociale, je vais avoir envie d'y aller. Si je sais des mécaniques simples, hein, par exemple, si je sais que je peux faire ce jeu-là ou ce programme de sensibilisation, j'ai que 24 heures, enfin, je dois le faire en fin de semaine, c'est terminé. Le fait d'avoir un laps de temps qui est avec une date de début, une date de fin, ça c'est bête, mais ça contribue, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte, hein. C'est le principe de vente privée. Vente privée, tu as une super vente privée pendant 24 heures. Ça, c'est des leviers qui vont inciter davantage les collaborateurs à y aller. Donc, tu vois, c'est un mix de tout ça avec les récompenses. C'est un mix de tout ça qui fait que tu as un combo gagnant, quoi. Ok. J'en profite aussi et merci beaucoup pour ces explications. On parle de gamification, on parle de récompense, qui en fait partie. On sait aussi que, et Grégoire, je vais me tourner vers toi, la RSE, on a beaucoup de chance, il y a beaucoup de temps forts qui existent dans l'année. C'est intéressant de pouvoir justement surfer sur ces temps forts et de venir événementialiser encore plus le temps fort en lui-même. Vous voyez à l'écran, c'est des frises qui sont déjà, que vous connaissez déjà forcément. Toute l'année, on a la possibilité de parler de biodiversité sur le mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Il y a la SEPH qui arrive, donc la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, donc pour ce côté très social. En fait, on a des sujets toute l'année, des temps forts sur lesquels on peut s'appuyer. Je sais que chez Upcraft, du coup, vous créez des événements sur ces événements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Grégoire? Et ensuite, après, je te laisserai faire la présentation du dispositif en partageant ton écran. Ça fera une jolie transition. Ouais, complètement. Enfin, effectivement, je pense qu'on s'est rejoint aussi là-dessus avec Jean-Christophe. C'est il faut surfer sur ça. Il faut surfer sur le fait qu'aujourd'hui,
dans le calendrier, il y a des journées dédiées pour la journée internationale des femmes, la journée européenne du DD, qui arrive du coup fin septembre, les journées mondiales des océans, etc. Ça, c'est un premier point qui permet de donner un contexte. Donc pour vous, du coup, communicant ou responsable RSE, ça vous donne un premier contexte. Ensuite, je ne vous dis pas que c'est grâce à ça que le collaborateur il va être engagé. Par contre, ça vous donne un super levier pour vous dire, OK, bah, en fait, au lieu de faire juste une communication qui va dire, voilà un jeu ou voilà un contenu qui peut vous intéresser, en fait, nous, on va plutôt vous dire, bah non, il faut vraiment événementialiser du coup votre stratégie RSE et donc créer un événement. En fait, généralement, dans la tête d'un quelqu'un qui connaît mal l'événement, pour lui, un événement, c'est forcément en présentiel, c'est une journée, c'est une plénière, un atelier, etc. Avec un programme qui est classique. Nous, aujourd'hui, ce qu'on milite, et ce qu'a fait Jean-Christophe, et c'est là où ça va être intéressant de reprendre son exemple, c'est qu'il y a plein de scénarios différents. En fait, scénariser un événement, c'est, en fait, on peut s'amuser. On a différentes options. On peut faire du virtuel avec des systèmes de webinars. On peut faire du physique avec des systèmes d'ateliers, de plénières, de Rex, d'interviews, etc. On peut faire de l'hybride, on peut mixer un peu les deux. Et je rejoins complètement ce que tu disais, Anthony, au début de la table ronde. On peut surtout faire de l'asynchrone et du synchrone. Et donc, évidemment, le synchrone, ça va être le moment de l'événement, mais on peut tout à fait aussi avoir des événements avant ou après, donc en asynchrone, en amont pour commencer à engager et en aval pour continuer à engager et à aller sur d'autres thématiques. Et alors, le top, et c'est ce que fait Jean-Christophe, et je trouve que c'est top, c'est de le faire sur plusieurs événements. Donc l'idée, c'est de dire, OK, et sur la même population, j'ai une population, on va dire, j'ai une population de 500 personnes, 500 collaborateurs à sensibiliser. Et bah, en fait, je vais prendre différents temps forts et je vais dire, bah tiens, je vais prendre 6 mois et sur les 6 mois, ils vont avoir différentes capsules. Un jour, ils vont avoir un webinar. L'autre jour, on va plutôt les mettre en présentiel sur un atelier avec un retour sur expérience d'un expert sur la thématique océan, par exemple. L'autre journée, on va les mettre en équipe, etc., etc. Et donc, pendant les journées, évidemment, ils sont hyper engagés parce que bah, globalement, vous avez prévu ces éléments dans les agendas. Et entre les journées, on peut continuer à diffuser du contenu, à les faire jouer et à les intéresser sur les thématiques les plus prioritaires pour vous. Et donc, par exemple, sur ce qu'a fait du coup Jean-Christophe du coup avec EDF, si je vous présente mon écran, alors je vais voir si ça fonctionne de mon côté. Je pense que là, vous voyez mon écran normalement. Ok. Vous voyez mon écran, parfait. Yes. Du coup, l'idée, si vous voulez, c'est que en fait, les participants, ils aient accès à une plateforme globale. L'idée, c'est justement de ne pas les perdre. Jean-Christophe, je te laisserai après redonner un peu ton contexte à toi et pourquoi tu as choisi aussi cette infrastructure technique. Mais en fait, de ce que j'ai, moi, en point, c'est que il faut que le collaborateur, il faut que ça soit simple pour lui. Il ne faut pas qu'un jour, il aille sur tel lien, puis l'autre jour, il aille sur l'autre, etc. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, déjà pour simplifier le point, c'est que typiquement, la EDF, pour se connecter à la plateforme, il se connecte simplement avec le login mot de passe qu'il utilise au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait ce qu'on appelle une connexion au SSO. C'est le login mot de passe que vous utilisez au quotidien avec votre entreprise. On l'a interfacé. Derrière, pour l'utilisateur, c'est hyper simple. Il se connecte, il arrive sur la plateforme. Sur la plateforme, il va retrouver deux types de contenu. Du contenu synchrone, donc là, du coup, le choix de Jean-Christophe, c'était de faire du webinaire. Donc là, par exemple, il y a une animation d'un webinaire le 4 juin. Donc là, évidemment, on y retrouve le replay. Donc, on va engager le jour J, mais on engage aussi après avec le replay. Là, Jean-Christophe, du coup, jusqu'à fin 2024, il a prévu 3 temps forts. Donc, c'est plutôt des temps forts en virtuel, mais en disant, c'est pas juste dire qu'il y a une vidéo qui est disponible sur la plateforme, c'est de dire non, il y a un événement sur la plateforme. C'est ce que tu disais, du coup, Anthony, avec VP, c'est aujourd'hui, quoi. C'était pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui un webinaire. Et regardez, aujourd'hui, on est beaucoup sur ce webinaire parce que justement, vous avez reçu de la communication et vous avez dit, OK, bah, aujourd'hui, à 11h30, je vais me rendre disponible pour venir écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et bien là, ici, c'est la même chose. Et du coup, c'est là-dessus où là, nous, on dit, OK, il faut avoir un temps fort synchrone. Ce qui va nous permettre d'avoir un cheval de Troie pour que vos collaborateurs
où votre population aille sur cette plateforme. Ils vont aller sur la plateforme, généralement la première fois, ils vont y aller pour un événement. Et ensuite, ils vont y retourner pour d'autres types de contenus, plutôt asynchrones dans ce cas-là. Et donc là, par exemple, si je retourne sur ma plateforme, en fait, j'ai différents contenus. Donc moi, par exemple, je suis hyper intéressé par la biodiversité. En fait, j'ai directement ici un serious game qui m'est proposé bien évidemment par CiviTime, intégré dans la plateforme. Donc pour le participant, c'est complètement indolore. Et ici, il va pouvoir directement jouer et avoir accès du coup à ce serious game sur la plateforme. On essaie d'avoir des temps de jeu qui sont assez courts. Là, par exemple, un temps de jeu de 7 minutes. Je crois qu'il y a une question de le chat justement qui est liée à ça sur le temps des collaborateurs et le fait que forcément c'est toujours très compliqué. Non, on milite plutôt d'avoir des capsules, si vous voulez, de contenu qui soient assez courtes, généralement inférieures à 10, maximum 15 minutes, pour qu'on puisse les tenir engagés. Et plutôt de faire des gros, faire des petits, mais du coup de les démultiplier. Et encore une fois, moi j'ai vraiment cette idée d'avoir la frise chronologique et une stratégie RSE, en tout cas d'essayer d'inculquer du contenu. C'est pas juste en un événement, en one shot, c'est sur un temps long, avec des moments synchrones en événementialisant et des moments asynchrones avec des contenus comme je vous le présente ici. Je me permets, Grégoire, du coup, de rebondir aussi sur la question que tu étais en train de traiter, si j'ose dire. Donc je la redonne pour celles et ceux qui peut-être ne la voient pas dans le chat, et je vais me tourner vers toi, Jean-Christophe, à la fin. Comment engager des équipes débordées qui vont pas forcément voir l'importance du temps passé sur les sujets RSE? Tu commençais à donner des éléments de réponse, Grégoire, aussi sur le temps en question. Je pense que ça peut être intéressant, Jean-Christophe, d'avoir aussi ton point de vue. Comment tu as réussi aussi à faire prendre conscience de l'intérêt business, les enjeux business qu'il y a côté EDF pour ces sujets RSE? Parce que j'imagine que c'est la clé, comme on commençait à le dire, pour mobiliser, enfin sensibiliser et mobiliser ces équipes sur ces sujets. Alors c'est justement ce qu'on est en train d'expérimenter avec le duo AppCraft CiviTime, donc avec la plateforme. Nous aussi, on a des équipes qui sont complètement débordées, notamment les gens qui sont dans les centres d'appel, vu les objectifs qui sont donnés par le management. Il faut justement pouvoir proposer, enfin, je rebondis sur ce que disait Grégoire, de façon événementielle pour attirer les gens sur cette plateforme. Ensuite, le webinaire en live qu'on a fait, on l'a mis de 13h30 à 14h, notamment parce que j'ai aussi des problématiques avec les syndicats. Donc, il ne faut pas que je fasse ça trop en dehors du temps de travail. Mais sur le temps de travail, j'aurai des problématiques avec les managers. Donc, en les mettant de 13h30 à 14h, on arrive à trouver un moment où les gens, enfin, qui soit acceptable, notamment aussi parce que c'est une durée relativement courte. Ce qu'on espère justement derrière, mais on voit que ça commence à prendre, c'est que une fois que l'événement est passé, j'ai quand même pas mal de salariés qui vont sur l'ensemble des petits jeux qu'on a vus dans les capsules que présentait Grégoire, donc qui n'ont rien à voir avec le premier événement qu'on avait organisé autour de la biodiversité. Et donc, dans les statistiques que me donnent les équipes d'Anthony, donc je vois qu'un certain nombre de modules sur les autres sujets commencent à prendre. Donc, en fait, c'est une sorte de mayonnaise en multi-produits qui fait que ça fonctionne. Mais C'est clair. voilà, l'intérêt Ouais. aussi, enfin, c'est vraiment donc, hum, l'importance des petits jeux, mais moi j'en suis qu'au début là-dessus, c'est que pour l'instant on a mis, enfin pour la première opération qu'on a montée, je n'ai pas fait de compétition inter-équipe. Donc on a estimé que les modules étaient autoportants, mais effectivement ça ne crée pas une énorme émulation. Et l'idée pour ce qu'on va faire pour la Semaine européenne du développement durable, c'est justement de faire jouer les gens en équipe et aller fort sur la gamification. Je voyais une question de quelqu'un qui disait que pourtant on a un intranet, etc. Nous, on a aussi un intranet, mais l'intranet ne permet pas de faire jouer les gens en équipe. C'est des développements
enfin, les intranets, enfin, notre intranet, il a été conçu en élément communautaire, mais qui ne permet pas de créer des challenges interdirection, interéquipe. Donc, l'intérêt de la plateforme, c'était d'avoir justement un espace où la gamification soit possible. Et pour le coup, ce qu'on est en train de faire, ça intéresse la direction de la communication groupe pour voir comment, techniquement, ils vont pouvoir intégrer dans l'intranet du challenge entre les équipes sur un sujet donné. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais aux questions qu'on voit, c'est comment on arrive à maintenir l'attrait. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas parler tous les jours de RSE aux gens, d'abord parce qu'on va complètement les lasser et que que le sujet va tomber de lui-même, du coup. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir événementialiser. Alors, moi, je suis pas encore prêt sur les sujets de RSE à faire gagner des vélos électriques, etc. Même si je vois que, je l'organise sur d'autres sujets. Mais bon, enfin, éthiquement, par rapport à ce que c'est que la RSE, ça me ferait un petit peu suer d'être obligé d'attirer les gens autour de cadeaux d'importance. Donc, je le fais sur des éléments liés à de la communication stratégique et pour voir si un certain nombre de salariés arrive à s'emparer de la stratégie commerciale, de la stratégie de vente qu'on met en place. Alors, la RSE, je n'y suis pas encore prêt, mais je pense que faire se challenger des équipes entre elles, ça va aider à démultiplier le nombre de gens qui vont s'intéresser au sujet. Hyper intéressant. Merci Jean-Christophe. Anthony, tu veux peut-être rebondir sur des éléments qui viennent d'être évoqués. Voilà, réussir la SEDD, ça passe aussi par créer des jeux collaboratifs. Hein, c'est un peu ce que tu soulignais, Jean-Christophe. Peut-être que Anthony, tu veux revenir sur un autre élément. Non, je pense qu'ils ont été très complets. Ce qui est intéressant aussi là, dans le dispositif qu'on met en place avec EDF, c'est qu'effectivement, on a fait le choix de tout de suite mettre en ligne une grande quantité, on va dire, des contenus qu'on a, nous, prêts à l'emploi Civitime sur étagère. Des entreprises ne font pas ce choix-là, des entreprises choisissent d'y aller petit à petit. Donc d'abord, on en met qu'un, puis un deuxième, etc. Le gros avantage qu'on en met plusieurs comme ça à disposition, c'est que ça nous permet aussi de voir là où les collaborateurs ont des appétences. C'est-à-dire que ça nous permet de se rendre compte que, par exemple, la capsule de sensibilisation sur le numérique responsable, je ne sais pas si c'est le cas chez EDF, mais c'est un exemple, a été la plus réalisée, alors qu'on ne l'a pas spécialement poussée, mais les gens d'eux-mêmes sont allés sur ces sujets-là. C'est aussi souvent source d'apprentissage, de se dire qu'il y a des thématiques qui attirent davantage les foules, et donc c'est toujours des enseignements qui sont intéressants à prendre. Et donc, hâte de voir en septembre avec le challenge inter-équipe à quel point est-ce que ça permet de rajouter justement cette couche de gamification et de créer une émulation encore plus forte. Ça sera que bénéfique dans tous les cas. En tout cas, je voulais juste souligner que c'est comme la mise en place de grilles de programmes sur les chaînes de télévision, tout ça. C'est-à-dire qu'il faut laisser un peu de temps au temps et pas se décourager. Bon, pour être d'une grande transparence, notre webinaire en direct sur le sujet de la biodiversité, alors avec ce bémol que la biodiversité, c'est pas du tout un sujet qui est au cœur des activités des gens quand ils sont dans les centres d'appel ou les commerciaux qui vont vendre dans l'industrie des fours pour induction. C'est clair que la biodive, ils ne sont pas là-dessus. Et effectivement, sur 6000 personnes que j'ai informées de l'événement et du webinaire, on a à peu près 200 personnes qui ont assisté à cette conférence-là. Pour nous, on estime que déjà sur un sujet qui n'est pas du tout le sujet de l'activité, c'est déjà plutôt un bon chiffre. Mais effectivement, il ne faut pas se désespérer en se disant que voilà, le premier coup, ce n'est pas 1500 personnes que j'ai eues. Mais pour autant, alors, la direction Impact, qui est le nouveau nom de la direction développement durable chez nous, a pour objectif donc,
dans le cadre justement de tout son travail sur les ODD, d'avoir sensibilisé 2500 personnes dans le groupe d'ici à 2025 au sujet de la biodiversité. Ben, quand j'ai déjà 200 personnes de ma petite partie à moi qui sont allées, enfin, c'est-à-dire 6000 personnes par rapport aux 140 000 personnes du groupe, ben, déjà, c'est aussi une forte contribution aux objectifs que se sont fixés les gens au niveau intragroupe. Je te laisse la main, Anthony, hein, je crois que tu voulais rebondir. Et merci Jean-Christophe pour les transparences aussi avec les chiffres, on en parlait en introduction. Ça nous permet vraiment de concrètement de savoir quelles sont vos attentes et comment ces dispositifs peuvent y répondre. Ouais. C'est vraiment chouette, merci. Ok. Pour répondre aux deux dernières questions, la première sur préconisez-vous de lancer à l'ensemble des collaborateurs ou d'y aller progressivement. Euh, Ce qu'on aime bien nous faire, ou en tout cas ce qu'on préconise à nos clients lorsque c'est possible, c'est pas toujours le cas, mais lorsque c'est possible, c'est de commencer par les ambassadeurs. C'est-à-dire que si vous avez des gens dans vos organisations qui sont ambassadeurs RSE, qui ont déjà un statut différent que les autres par rapport à la RSE, vous avez identifié comme plus actifs que d'autres, c'est bien de commencer par ces gens-là parce que le fait de commencer par eux, déjà, ils vont se sentir valorisés parce qu'ils y ont accès un peu en avant-première. Hein, c'est comme quand vous avez accès en avant-première à un film qui sort au cinéma. Mais surtout parce que derrière, c'est eux qui vont faire votre promo. C'est-à-dire que si vous les faites tester d'abord, qu'ils sont convaincus, derrière, quand vous allez le déployer à grande échelle, c'est eux qui vont inviter les gens à rejoindre leur équipe. Et ça, c'est la viralité, hein, c'est le moyen d'acquisition des collaborateurs le plus puissant qu'on puisse avoir. C'est-à-dire quand c'est votre collègue de bureau qui vous invite à réaliser un épisode sur la biodiversité, un jeu sur la biodiversité ou autre, ça a beaucoup plus d'impact que quand c'est la direction de la communication groupe qui vous envoie un mail, inscrivez-vous ici. Donc ça, la viralité, c'est très puissant. Donc si vous pouvez commencer par une communauté de personnes, vous savez, qui vont jouer le jeu demain pour faire rayonner, c'est ce qu'on préconise et c'est l'idéal. Si ce n'est pas le cas, pas réellement d'intérêt, ou alors essayer de faire ça avec les managers pareil. En fait. Si vous avez un premier pool qui va évangéliser derrière, c'est toujours intelligent de les faire en prio. D'ailleurs, pour le coup, alors pour rebondir sur ce que tu disais, pour la gamification de la rentrée du mois de septembre à l'occasion de la semaine européenne du développement durable, je vais m'appuyer effectivement sur la vingtaine de correspondants RSE. Et c'est par eux enfin c'est eux qu'on va sensibiliser en premier et pour les inciter à construire des équipes locales sur le terrain. Parce que sinon, je ne vois pas comment de même, les gens vont se constituer en équipe. Et pour répondre à la dernière question, avant de basculer, peut-être, je pense qu'après tu vas basculer sur l'offre SEDD, mais ça me permettra de compléter, Alban. Je te laisserai la main, du coup, Anthony, pour la présenter avec Grégoire. Ok, ça marche. La dernière question sur est-ce qu'il vaut mieux passer par l'intranet ou Teach on Mars, Teach on Earth en l'occurrence. Alors, ni l'un ni l'autre, ou alors les deux. Mais en tout cas, ce qui est le plus compliqué à faire, c'est d'aller chercher, c'est l'acquisition. C'est d'aller chercher le collaborateur et lui faire mettre la main dedans la première fois. Normalement, si la plateforme est bien faite, si les contenus qu'on propose sont suffisamment stimulants, une fois qu'ils ont mis la main dedans, on arrive à les faire revenir. Par contre, l'enjeu, c'est l'acquisition. Donc, la réponse, c'est pas blanc ou noir, hein, c'est pas intranet ou une solution, une application Teach on Mars, c'est mettez des contenus là où vos collaborateurs ont l'habitude d'aller. Vous allez gagner, l'acquisition sera beaucoup plus simple. Mettez là où les collaborateurs ont l'habitude d'aller si vous voulez faire du one-shot. Si par contre, vous voulez, et là, ce qui est le cas de Jean-Christophe, l'idée, c'est de créer plutôt une habitude et une routine sur cette plateforme AppCraft, là, c'est très smart de le faire comme ça. Mais si vous avez déjà des dispositifs que vous voulez faire du one-shot pour la SEDD, par exemple, mettez les dispositifs de sensibilisation là où vous avez l'habitude, là où vos collaborateurs ont l'habitude d'aller. Donc, si c'est l'intranet, c'est pour ça que Civitime, on a pensé tous nos contenus interopérables. C'est-à-dire que nos jeux peuvent venir se plugger sur n'importe quelle plateforme que les entreprises et les organisations utilisent. On peut venir se plugger sur Teams, on peut venir se plugger sur les plateformes de formation, sur un SharePoint, sur un intranet, etc., etc. Je vais rajouter un petit point quand même aussi pour les gens qui nous écoutent. Quand je regarde les gens qui se connectent, j'ai quand même plutôt des populations jeunes que des populations quinquas.
Donc, c'est plutôt entre les 25 et 35 ans. Et c'est plutôt ceux-là qui, d'entrée de jeu, vont sur la gamification. Ouais, c'est intéressant surtout. Et tu notes la même chose sur les webinaires? C'est-à-dire que ceux qui ont participé au webinaire, c'est la même population ou pas? Alors, sur les webinaires, non, c'est plus large. Ok. Et c'est plus, à mon avis, lié à l'intérêt qu'ils portent sur le sujet. Mais effectivement, c'est un peu plus large sur la panoplie des âges que sur les gens qui vont gamer. Ok. Bah, ça me fait une parfaite intro pour introduire l'offre qu'on a lancée pour la SEDD. Donc, Je ne l'ai pas fait exprès. non, mais c'est parfait. Fort un peu de l'expérience, hein, et de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, du fait de varier les modalités, etc., on a construit une offre spécifique pour la Semaine européenne du développement durable avec AppCraft. Cette offre, c'est une offre qu'on a voulu justement intermodalité. Donc, on a imaginé un programme avec plusieurs dispositifs. On va mettre à disposition des collaborateurs des vidéos interactives. Les vidéos interactives, c'est quoi? C'est des vidéos de 3 minutes, donc un peu format réseaux sociaux, hein, des vidéos de 3 minutes qui vont sensibiliser sur un sujet. Donc, en l'occurrence, on va avoir le premier sur le changement climatique, pollution, la grande invasion, l'exploitation des océans. Euh, et les collaborateurs vont regarder cette vidéo, mais sauf que la particularité de ces vidéos, c'est que au bout de 30 secondes, ou à un moment donné qu'il y a un concept clé qui est passé dans la vidéo, on va interroger le collaborateur sur ce concept clé. Donc à un moment donné, la vidéo va s'arrêter, il va devoir cliquer, répondre à une question pour que la vidéo puisse continuer. S'il répond mal, la vidéo reboucle à 20 secondes avant, par exemple, pour lui redonner ce concept clé et s'assurer qu'il ait la bonne réponse. Donc notre objectif à travers ça, c'est de s'assurer qu'on garde l'attention du collaborateur et de faire en sorte que voilà, on valide qu'il a acquis les notions clés de ces éléments. Donc ça, c'est les vidéos interactives. Ensuite, on va lancer aussi, sur cette plateforme, il y aura un serious game. Donc un serious game découpé en 4 capsules de 7 minutes et un webinaire live avec Adi Sevestre, qui est glaciologue, qui commence à être assez connu. C'est une scientifique qui est top, qui arrive à vulgariser son domaine d'expertise vraiment très bien et qui le rend accessible à tous et qui parle avec passion. Enfin, elle est vraiment géniale. Et donc, on a réussi à l'avoir pour un webinaire live pendant la semaine du développement durable. Et bien sûr, tout ça se terminera par une attestation qu'on délivrera aux entreprises. Donc, l'idée, c'est de proposer aux collaborateurs tout au long de la semaine ou des semaines du développement durable, parce qu'on dit la semaine, mais finalement, ça s'étale sur un peu plus longtemps que ça, 4 animations, plus un temps fort avec le webinaire, et que les entreprises peuvent déployer comme vous voulez. Donc, l'idée, c'est un temps 1, on met à disposition des collaborateurs une vidéo interactive plus la première partie du serious game. Temps 2, qui peut être 3 jours plus tard, deuxième vidéo plus deuxième partie du serious game, le temps fort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça mis à disposition sur une plateforme, sur une plateforme donc, qui sera la plateforme, soit une plateforme CityTime, soit une plateforme AppCraft en fonction des dispositifs que vous voulez activer. Donc voilà, vous verrez, on vous partagera cette page. Il y a différents formats, différents modèles de tarification en fonction des options que vous souhaitez activer. Est-ce que vous voulez la plateforme en marque blanche, etc., etc. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir varier les dispositifs. Donc, on met les 4 dispositifs, vidéo interactive, serious game, webinaire live et attestation. Et in fine, ça ne prend pas plus que 10 minutes par jour par collaborateur, sauf le webinaire qui va prendre 1 heure, qui est un peu plus costaud parce que voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi échanger. Hein. Vos collaborateurs pourront poser des questions à Heidi. Donc voilà. Voilà cette offre spéciale qu'on a pensée qui est en fait, on a fait du clé en main, ce que Jean-Christophe avait vu un peu ce qu'on lui a fait sur mesure. On en a fait quelque chose d'un peu plus. On a fait quelque chose de clé en main que demain, vous voulez mettre en place ce dispositif, il vous suffit en fait d'inscrire vos collaborateurs et automatiquement, ils vont être intégrés sur la plateforme et ils vont recevoir les boucles de relance temps fort numéro 1, temps fort 1, jour 1, jour 2, temps fort, jour 3, jour 4, avec des boucles de relance automatisées. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir s'adresser à des entreprises qui n'ont pas les moyens et les ressources humaines pour animer ça, de pouvoir le faire automatiquement. Voilà ce qu'on voulait vous partager sur l'offre SEDD. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, Alban, là-dessus. Je vais rajouter un dernier point aussi pour l'animation des plateformes, c'est-à-dire qu'il faut y passer un petit peu de temps. Et du coup, moi, je viens de prendre un alternant
en communication et un peu sensibiliser à ces sujets de RSE qui va de septembre jusqu'à déjà la fin de l'année travailler pour la mise en place et l'animation des contenus sur la plateforme. Donc c'est important d'avoir quand même quelqu'un qui puisse y passer un petit peu de temps, sachant que je suppose que les uns et les autres, comme moi, vous courez après le temps. Ouais, effectivement, c'est-à-dire que si vous avez cette possibilité-là, comme Jean-Christophe, avoir quelqu'un qui anime la plateforme, vous maximisez clairement vos chances de, de capter un maximum de collaborateurs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, pas spécifiquement. Pas de questions pour l'instant, Anthony. Et merci pour la présentation également. Grégoire, peut-être tu as un dernier mot que tu souhaites ajouter par rapport aux éléments qu'on vient de montrer, par rapport aux choses qui viennent d'être dites aussi de manière très globale. On rentre dans les 5 dernières minutes de notre table ronde, donc profitons-en aussi avant de se quitter. Non, on a décidé de faire cette table ronde aussi le 24 juin. C'est pas anodin, c'est que effectivement, si vous souhaitez accrocher vos collaborateurs dès la rentrée, ça se prépare dès maintenant, globalement. Et c'est aussi pour ça qu'on a proposé une offre packagée, c'est pour vous simplifier la tâche. La dernière semaine de septembre, ça va arriver très très vite avec le mois d'été. Donc on vous préconise évidemment d'anticiper ce sujet dès maintenant. Très clair. Il me semble même, Anthony, tu n'en as pas parlé, il y a une remise spéciale d'un montant particulier qui correspond au nombre d'ODD. Voilà, je ne donnerai pas la réponse par rapport à la première question. Tu n'en as pas parlé, voilà, profitez-en aussi. Ça dure jusqu'au 17 juillet, bien évidemment. Voilà, le chiffre 17 est dans toutes les têtes désormais. Et je vois une question dans le chat. Peut-être que l'un d'entre vous veut la prendre. Je pense que ce sera la dernière qu'on aura le temps de traiter avant de se quitter. Moi, je pense qu'on peut complètement partir from scratch. Enfin, honnêtement, c'est assez clair par rapport à ça. Déjà, dans tous les cas, il faut commencer par un bout. Et j'ai envie de dire, là, c'est une belle occasion justement de commencer parce que vous avez un événement qui est déjà inscrit dans les agendas. C'est un thème qui est très global. Et donc, c'est un thème qui réunit, comme disait du coup Jean-Christophe tout à l'heure, le webinaire, par exemple, sur la biodiversité, il est un peu niche, ce thème-là. Il n'intéresse pas forcément, c'est pas la priorité des collaborateurs. Donc, effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est globalement, effectivement, pour ceux qui ont envie de dynamiser leur politique et ceux qui ont globalement n'ont pas ou très peu de communication sur la thématique RSE. Franchement, vous avez ici une infrastructure et une solution qui est parfaite pour ça. Et, même si vous êtes from scratch, j'ai même envie de dire tant mieux, parce que du coup, on a nous de l'expertise, de l'expérience sur ces différents projets. Et en plus, là, vous avez un système qui peut être lancé, comme le disait Anthony, très rapidement, très facilement. Encore une fois, tous les contenus, ils sont déjà prêts. C'est sur étagère. Donc, si demain, vous voulez le lancer, il n'y a pas d'enjeu de temps de préparation. Moi, je pense que c'est intéressant, effectivement, de s'inscrire avec cette semaine, d'une part, parce que c'est une semaine qui dure 3 semaines, donc ça permet d'avoir 3 semaines à pouvoir événementialiser, pardon, et quand on voit une animation comme le signalait Anthony, on est au moins sur 4-5 jours, donc c'est assez facile. Il se trouve aussi que en ce moment, enfin, la plupart des entreprises, on est pris par les communications autour des JO. Donc ça vous tue quand même beaucoup de com avant les vacances et au tout démarrage du mois de septembre. Et aussi toutes les communications qui sont liées aux éléments politiques qui sont en train de se jouer. Donc quand même cette semaine-là que vous pouvez commencer même au début octobre, hein, puisque termine en octobre, bah enfin, ça permet de laisser passer tous les impératifs de communication et d'avoir une fenêtre de tir qui soit un petit peu dégagée. Complètement, très bon point. C'est sûr. Et comment s'assure-t-on de la qualité des contenus? Ça dépend des contenus que vous diffusez.
Nous, globalement, l'approche qu'on a chez Civitime, par exemple, pour les créations de contenu, c'est que on va avoir quasiment tous nos contenus ont été créés par des experts métiers. Donc, en fait, on a des experts métiers qui nous fournissent et de nos vidéos, bah, c'est pareil, en fait. Tous les contenus, c'est fait par des experts métiers. C'est-à-dire qu'on a des experts qui nous transmettent leur expertise. Par exemple, Heidi Sevestre, que je vous ai dit tout à l'heure, Heidi, on est en train de créer un serious game sur la fonte des glaces avec elle. Heidi nous transmet ce qu'elle sait, voilà. Et après, on a des ingénieurs pédagogiques qui vont retravailler ce contenu pour le rendre un peu plus digeste et plus, on va dire, plus accessible. Et à partir de ce contenu-là, on va en créer des jeux. C'est le cas pour 90% de nos contenus ont été créés par des experts métiers. Ce qui garantit on va dire la fiabilité, on va dire, des contenus qui sont transmis. Après, pour certains de nos clients, les contenus ne sont pas suffisants ou ils veulent aller plus loin. Et à ce moment-là, on fait aussi on fait de la personnalisation, c'est-à-dire qu'on peut intégralement personnaliser le contenu d'un de nos jeux pour parler spécifiquement de la stratégie RSE d'une entreprise, par exemple. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça fait vraiment partie de notre activité aussi. C'est-à-dire que souvent, on commence par la sensibilisation globale et petit à petit, on va aller sur ce que met réellement en place l'entreprise, plutôt pour susciter l'adhésion des collaborateurs. Et là, on va personnaliser le contenu des jeux. Pour le coup, c'est un petit peu ce que j'ai fait à l'occasion de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on s'est servi des contenus proposés par Anthony pour intéresser les gens et leur donner une première couche de sensibilisation autour des enjeux de biodiversité. Et j'ai réintégré sur la plateforme des exemples d'actions concrètes qui étaient engagées par l'entreprise pour que justement les gens les approprient, mais à partir de ce premier discours porté par la gamification. Et ça, tu l'avais lancé avant Noël, hein? Tu l'avais fait fin 2023? Non, je parle de la biodive là sur la plateforme que Pardon. tu as montré. Mais Oui, on avait premièrement, au mois de décembre dernier et janvier, on avait expérimenté justement pour commencer à voir l'intérêt que ça pouvait avoir, les solutions que vous portiez tous les deux. On avait lancé une première communication événementielle autour de devenir agent RSE. Et comme on a eu un très bon retour d'expérience et que les gens et notamment les jeunes, se sont bien appropriés la question de la RSE à travers je sais plus, il y avait 3 escape games différents qui étaient proposés. C'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin en travaillant sur la plateforme et en se disant que voilà, c'était une autre façon de pouvoir intéresser nos salariés à la question de la RSE. Vu que la pédagogie, en tant que telle, et que les articles sur notre intranet, on se rend compte que ça suffit pas, et qu'on se rend compte aussi d'un truc, c'est que les managers de deuxième ligne sur le terrain ne sont pas enclins à porter ces sujets. Donc, il faut faire contre mauvaise fortune bon gré, donc trouver d'autres solutions pour essayer d'y arriver. On va devoir rester là-dessus, sur cette belle expression, Jean-Christophe, et sur ces beaux éléments de précision. Parce que, pardon, il est déjà à midi, on a un peu mordu, 12h32, donc on va vous libérer. Excusez-moi, on va en profiter pour remercier tous celles et ceux qui nous ont suivis là pendant 1 heure. C'est vraiment un échange très agréable, en tout cas pour l'animer. Merci à vous trois. Merci pour votre écoute. On se retrouve prochainement sur un format similaire, parce qu'on adore profiter de témoignages, rentrer dans le cœur du réacteur. En plus, avec EDF, ça marche plutôt bien sur ce genre de sujet. Ouais, elle n'était pas préparée en plus, hein. Et voilà, ceci étant dit, voilà, un grand merci à vous trois, un grand merci à toutes celles et ceux qui étaient avec nous, et on se dit à très vite pour la suite des aventures. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir, merci.